Voilà, bonjour à tous ou rebonjour à tous. Nous allons nous intéresser à présent donc à cette partie 2 de la problématique du réel en peinture et en particulier donc nous allons étudier les aspects du réalisme. Un premier point à aborder, c'est l'introduction à travers évidemment cette peinture particulière, je vous rappelle. Le titre est éloquent et nous en avons déjà parlé. Magritte ici dans La trahison des images, œuvre conservée à Los Angeles, montre bien que toute représentation du réel n'est qu'une représentation. Ce n'est pas le réel. Et même une photo ne nous donne pas une image vraie de la vie, une image vraie du réel, puisque cette photo adopte un point de vue. Elle est une focalisation sur le réel, elle est un point de vue de l'auteur sur le réel. Alors, comment la peinture parviendrait-elle à représenter purement et simplement le réel? Comment est-ce qu'un texte parviendrait-il? Comment est-ce qu'il pourrait parvenir à représenter lui-même le réel? Et quelle est la part de la subjectivité? Voilà beaucoup de questions que sollicite une œuvre de ce type. Alors, le premier point de la caractéristique de l'art réaliste, du réalisme au XIXe siècle, c'est précisément le quotidien. Cette banalité du quotidien. Alors avant, bien sûr, on avait déjà eu des peintres qui s'étaient intéressés au quotidien, tel ici Jean-Honoré Fragonard, qui nous présente cette œuvre qui s'appelle le Colin-Maillard. C'est se rappeler que Colin-Maillard fait référence à un soldat liégeois qui, aveuglé sur le champ de bataille, avait continué à se battre en faisant tourner autour de lui son maillet. Et le jeu, le Colin-Maillard, fait référence à cette anecdote historique du Xe siècle. Mais ici, ne nous y trompons pas, si Fragonard met en scène un quotidien, c'est un quotidien complètement idéalisé, un quotidien tout à fait fictif, qui nous présente un jeu. Oh, le jeune homme est en train de narguer la jeune fille avec une petite brindille pour la chatouiller, pour attirer son attention ailleurs, tandis qu'elle se dirige d'un pas alerte vers une marche. Peut-être les dangers de la séduction sont-ils mis en avant? Or, ne nous y trompons pas, c'est le jeu de la séduction qui est mis en évidence à travers notamment cette tricherie, cette jeune femme qui voit très bien là où elle va et sait très bien, ma foi, là où veut en venir le jeune homme. Le quotidien qu'on nous présentait avant était complètement idéalisé, même par exemple ici, Madame Vigée-Lebrun qui se représente avec sa fille, Julie, c'est un surnom, en réalité elle s'appelle Jeanne. Regardez la beauté des sentiments d'une fille et d'une mère. Regardez la beauté du visage de la jeune fille, du visage de la femme. Il n'est pas étonnant, évidemment, de savoir que Vigée-Lebrun était une artiste très prisée par toutes les femmes de la cour, et en particulier, bien sûr, pour la reine Marie-Antoinette. Et c'est cette proximité de la peintre avec Marie-Antoinette qui a fait qu'elle s'est régulièrement représentée en femme du peuple. Et donc ce quotidien qu'elle met en scène est tout à fait fictif et ne représente guère autre chose que, à nouveau, une image qu'on veut donner de soi. Regardez quelques tableaux ici qui montrent bien à quel point elle avait l'art, Vigée-Lebrun, ici c'est son frère, elle avait l'art de mettre en évidence la beauté des gens. Le réalisme va présenter un quotidien tout à fait différent, avec par exemple ici Honoré Daumier, un tableau qu'on peut retrouver aux États-Unis, non au Canada je crois. Daumier, c'était un caricaturiste avant tout, on l'appelait d'ailleurs le Michel-Ange de la caricature. Il était surtout connu pour ses caricatures et a eu très peu de succès de son vivant sur les dessins. Or ici, regardez
Regardez à quel point il parvient à mettre en scène le quotidien, mais c'est un quotidien mêlé de modernité, parce que la modernité, le chemin de fer à l'époque, c'est de la modernité. Zola, souvenez-vous, en 1890, écrit La bête humaine, sur le chemin de fer également, parce que l'art est témoin de son époque et témoin de ces changements importants. Mais cette banalité du quotidien, c'est montrer des personnages qui sont là à ne rien faire dans un wagon de troisième classe, les yeux dans le vide, les yeux perdus à ne rien faire. Il veut dénoncer ici très clairement la pauvreté du petit peuple, avec des vêtements humbles, si ce n'est sales, des enfants misérables, et cette proximité qui nous choque en temps de Covid, évidemment, qui maintenant évoque à la limite la proximité des bêtes, des bestiaux. Ce style personnel Daumier ici n'est pas sans rappeler la caricature dans certains traits, tels que ce personnage ou le dos de celui-ci. Or, certains tableaux vont faire scandale pour réalisme de manière étonnante. On se dit ici que la réalité présentée est tout à fait fictive. C'est le déjeuner sur l'herbe de Manet. Or, il n'en est rien, ce tableau va faire scandale, on en a une longue description par ailleurs de Zola. Ce sujet de la vie quotidienne, effectivement, va faire scandale. Vie quotidienne, pourquoi? Parce que certains personnages sont identifiables. Voici probablement le frère de Manet qui est accoudé ici, son frère en personne, son futur beau-frère ici, et derrière Alexandrine, la future femme d'Émile Zola, dont on reparlera, qui était une modèle de peintre. Construction assez classique, somme toute, en pyramide de certains personnages, en triangle. Pourtant, le style est brutal. Pourtant, ce tableau aussi va choquer. Pourquoi? Parce que, justement, la nudité de ces femmes face à ces hommes habillés va surprendre, va déranger. Et c'est le contraste qui va... c'est du contraste que va naître le scandale. Manet s'en défend, il a voulu finalement imiter un peu voilà, ce genre de concert champêtre que Titien pouvait présenter avant. Mais il le sait, c'est bien le scandale qu'il veut créer, et on en a la preuve que Manet voulait précisément choquer. Cette toile, souvent d'ailleurs considérée comme la première œuvre moderne, première peinture moderne, va inspirer les plus grands, parmi lesquels on peut compter Picasso, qui va reproduire plusieurs fois cette toile à sa manière. Alors cette toile, disais-je, va choquer parce que elle évoque des choses un peu scandaleuses, voire scabreuses. Allez, expliquez-moi s'il vous plaît, pourquoi ce déjeuner est-il finalement mis en pagaille? Pourquoi ces vêtements ôtés, fripés? Pourquoi sont-elles nues, ces femmes? Qui sont-elles? Des prostituées peut-être? Et l'attitude bien heureuse des hommes nous laisse penser qu'ils sont peut-être repus, bien heureux de ce qu'ils ont pu faire avec ces femmes. Plus réaliste qu'il n'y paraît, comme d'habitude, le réalisme va choquer. Alors après, évidemment, on a du réalisme très choquant et peu perceptible, tel qu'ici, ce tableau de Picasso. Les Demoiselles d'Avignon. Alors, les Demoiselles d'Avignon, question, où vivent-elles? Non pas à Avignon, mais bien à Barcelone. C'est la rue d'Avignon à Barcelone. 30 ans avant Guernica, voilà Picasso qui nous sort ce peut-être premier tableau cubiste. On n'est pas sûr de sa paternité parce que probablement en existe-t-il d'autres avant, mais le cubisme est déjà très marqué ici. Nous sommes dans un bordel d'Avignon. Cette rue est typiquement Cette rue est la rue d'enfance de Picasso, qui se souvient. Il est à Paris quand il peint cette toile et voilà ce dont il se rappelle.
une œuvre travaillée, mais qui semble-t-il est inachevée. Il voulait probablement mettre d'autres personnages. Or, pourquoi, disais-je, pourquoi cette œuvre est-elle plus réaliste qu'il n'y paraît? Eh bien, parce que, en apparence, s'il n'y a rien de réaliste, il faut voir le cubisme aussi comme une tentative finalement de mieux percevoir la réalité. Derrière l'apparence véritable, finalement, Picasso cherche à saisir les bases, à saisir la structure des choses, d'où la forme géométrique qu'il donne à un certain corps, comme ici la femme. Et il veut aussi mettre à plat les différents points de vue. Ainsi, les femmes sont vues à la fois de dos et de face. Ici, nous avons le trottoir qui est gris, ici le ciel qui est bleu, le soleil qui est jaune, le plat, la table, et tout est mis à plat, tous les points de vue, toutes les dimensions sont remises à plat pour cette toile. Alors, on le voit, la vision du quotidien est très particulière, même si là nous avons quitté le réalisme. Et c'est un premier grand thème du réalisme. Un deuxième grand thème suivra, avec particulièrement la vision du travail. Oui, le réalisme va s'intéresser au travail, et vous-même, je suis sûr que vous vous y intéressez particulièrement en ces temps difficiles. Prenez note. Remettez vos notes au propre, on en reparle bien sûr quand on sera tous ensemble, mais n'hésitez pas à poser une question aussi sur la plateforme. À bientôt!